Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre sur cette série quand l'adulte perd un parent au-delà de l'ordinaire. Et cette fois, nous allons poursuivre avec, avec moi. Parce que oui, j'ai interviewé, fait témoigner d'autres personnes et en même temps, je suis également concernée par un double deuil. Donc, je trouvais ça juste, en fait, de m'inclure dans cette série. Alors, ça va se faire de façon un petit peu différente. On va aller explorer comment moi, je l'ai vécu en tant que très jeune adulte et en tant qu'adulte un peu plus avancé en âge. Et forcément, vous allez me voir aller et venir parce que je vais aussi aller m'assurer que je réponds bien aux questions qui me semblent importantes à poser. Et on va commencer tout de suite avec cette même question que je pose à toutes les personnes qui auront participé à cette série. Mais quel âge avais-tu au moment du décès de tes parents et quel âge avaient-ils également? Eh bien, lors du décès de ma maman, qui est décédée à l'âge de 47 ans, j'avais 20 ans. J'allais avoir 20 ans, en fait, quelques mois après son décès. Au moment du décès de mon papa, j'avais 37 ans et lui en avait 63. C'était un tout jeune retraité. Alors, est-ce que je les ai accompagnés tous les deux avant leur décès? Pour ma maman, oui, même si ça a été relativement rapide, puisqu'entre le moment du diagnostic et le moment de son décès, il s'est écoulé environ 7 ou 8 mois. Mon papa, je dirais que non. Tout simplement parce qu'il n'a pas souhaité nous inclure, moi et mon frère, dans cette phase de sa vie, en tout cas pas de manière active, et qu'il était à ce moment-là en couple, et c'est cette personne-là qui a été à ses côtés. Donc nous, on a eu très très peu d'informations, et on va voir en quoi ça m'a impacté également. Voilà. Alors, comment as-tu vécu la toute fin de vie et le décès de ta maman? Alors, ça s'est mis en fait dans une situation familiale qui était déjà un petit peu conflictuelle puisque moi, mes parents étaient divorcés et que mon frère vivait avec mon papa à ce moment-là. Et donc, j'étais seule avec ma mère pendant ces mois de maladie. Alors, j'étais seule par rapport à mon noyau familial proche et en même temps, j'ai tout de même été accompagnée et fortement soutenue par mon compagnon de l'époque et par sa famille et encore plus particulièrement par sa sœur Catherine, qui est toujours d'ailleurs infirmière psy et qui prenait la mesure de ce que je vivais, moi, du haut de mes 19 ans assez naïve de tout ce qui pouvait se passer et déjà un petit peu en état de choc, je dois bien avouer, et qui prenait la mesure de l'avancée de la maladie de ma maman et qui a pu me guider, notamment sur la toute fin, en me soufflant avec beaucoup de délicatesse qu'il était peut-être temps à un certain moment de dire les choses, de dire ce que je ressentais, de dire au revoir en fait, tout simplement. Et je l'en remercierai jamais, jamais assez. Mais bon, ces remerciements ont été faits en personne des années après, mais ça a été vraiment un pilier fort important de ce moment-là. Et oui, comme ça a déjà été dit dans d'autres témoignages, je pense que j'ai basculé dans un état semi-second bien avant le décès de ma maman, donc déjà pendant toute la phase de maladie, parce que très peu d'informations, parce que témoin d'un déclin, parce que seul avec elle et pas vraiment forgé encore à pouvoir faire face pleinement. Donc déjà en pilotage automatique avant, et ça s'est forcément accentué au moment de l'annonce de son décès. Donc j'ai été la personne qui a été appelée. Je l'avais vue la veille, le jour d'avant, puisque j'y allais très régulièrement. Elle était hospitalisée à ce moment-là. Elle était d'ailleurs dans le premier service de soins palliatifs à Lyon, les Charmettes, dont je me rappelle très très bien. J'en revois les angles, les couleurs, les espaces, tout. Et là aussi, en fait, ce premier contact avec le service de soins palliatifs m'a été expliqué par Catherine. Et ils portent en eux un message assez clair sur
sur l'avenir qui attend devant. Voilà, même si l'esprit a un petit peu du mal à capter l'information, en tout cas, ce mot de service de soins palliatifs, à l'époque, portait une signification assez claire sur l'avancée de la maladie de ma maman. Donc, au moment de l'annonce, il y a effectivement eu une plongée dans un état second encore plus profond, où je me suis vraiment très rapidement sentie déconnectée du reste du monde. J'ai pu organiser les obsèques, comme le font la plupart des gens. J'ai là aussi été soutenue et accompagnée par la maman de mon compagnon de l'époque. Et puis, tout ça s'est mis en place. Mais très rapidement, moi, je me suis sentie coupée et vraiment déconnectée du reste du monde. Et on va voir que ça a perduré vraiment dans le temps. D'ailleurs, dans les suites du décès de ma maman, je n'ai quasiment rien gardé. Dans d'autres témoignages, vous avez pu entendre que certaines personnes retournaient sur les lieux, prenaient le temps, en fait, de voir ce qu'ils allaient faire, des vêtements, enfin, de tout ce qui avait pu appartenir à la personne décédée. Moi, pas du tout. En fait, il y a eu un tri de faits extrêmement rapide. Euh, voilà, j'ai appelé Emmaüs pour qu'ils viennent récupérer tout ça et j'ai gardé très peu de choses en dehors de 2 bijoux et 1 ou 2 sacs. Donc vraiment des choses très personnelles, mais c'est tout, rien d'autre. Et ces choses que j'ai gardées sont restées emballées et loin de ma vue très, très, très longtemps. Donc aujourd'hui, je sais que c'est pas forcément le meilleur des signes quand ça arrive. Et effectivement, euh, je sais aujourd'hui qu'en fait, je suis restée bloquée dans ce qu'on pourrait appeler cette phase de fuite, en fait, où à aucun moment je n'ai été dans une recherche de présence sensorielle de ma mère. Je n'ai pas non plus basculé dans un vécu émotionnel intense à aucun moment pendant 20 ans. Euh, je suis restée dans une sorte de colère qui se traduisait pas clairement en une colère contre elle ou contre les soignants ou contre le reste du monde qui avait été, pas été là, etc. C'était pas du tout ça. C'était plutôt une attitude défensive, agressive par rapport au monde, dans le sens où toute cette phase de vie, d'accompagnement et du décès de ma mère m'a vraiment plongée dans une sorte de profonde insécurité. Et la vie est devenue, c'était complètement inconscient, la vie est devenue une sorte de champ de bataille, en fait, et dans lequel il fallait survivre, dans lequel, enfin, sur lequel il fallait survivre, et tout devenait danger. Voilà. Non seulement tout devenait danger, mais on pouvait me prendre à tout moment. Et ça, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on pouvait me prendre mon poste, on pouvait me prendre mon compagnon, on pouvait m'enlever mes enfants, etc. Alors bien évidemment, tout ça a été vécu de manière complètement inconsciente, mais aujourd'hui, j'ai pu mettre de la clarté là-dessus et c'est vraiment comme ça que j'ai avancé dans ce deuil-là. Et donc, forcément, tout a été vécu, tout s'est fait dans la force et dans l'effort. Voilà. Euh, la vie, encore une fois, est devenue un combat. Donc, forcément, dans l'effort. Et avec une sorte de fatigue chronique aussi, et, euh, et une présence physique et en même temps une absence de présence complète à ce que je pouvais vivre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré avec la sophrologie, on va le voir par après, mais en tout cas, le sentiment de déconnexion que j'ai commencé à ressentir pendant la maladie de ma maman, qui s'est installé au moment de son décès, a perduré pendant des années, pendant presque 20 ans. Ce qui est énorme, on est bien d'accord, 20 ans à avoir le sentiment de marcher à côté du monde, c'est énorme. Ça ne m'a pas empêché de faire certaines choses, de faire des choix, mais on va voir que ce deuil a profondément bousculé ma trajectoire de vie.
Donc, j'ai pu dire que j'étais restée dans cet état-là pendant longtemps. Ce sont des périodes, enfin, c'est une période longue pendant laquelle j'ai contenu mon vécu émotionnel, hein. Donc, en fait, je ne parlais pas non plus de cette phase de vie. Je ne parlais pas de ma mère. Et lorsque ça venait, parce que parfois les gens me posent des questions quand même, hein, notamment quand ils commencent à se rapprocher de vous, il pouvait y avoir des émotions très fortes et incontrôlables qui pouvaient surgir et tout ce qui avait été contenu, tout ce qui était contenu, en fait, faisait à la fois éruption et irruption, j'ai envie de dire, dans ma réalité. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de poser le fait et de revenir sur le fait que ça ne m'a quand même pas empêché d'avancer dans ma vie, mais ça s'est fait dans l'effort, hein. Donc, je suis quand même partie à l'étranger, notamment mes études. J'ai travaillé pour financer mes études. J'étais pionne, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu les systèmes en France. Mais il y a quand même des choses et des carrefours de vie où j'ai refusé certaines propositions, où j'ai refusé certains chemins par peur du manque. Et je pense notamment, donc, en fait, moi, j'ai fait des études de droit, hein, avant de me reconvertir dans l'accompagnement. Et j'ai fait une thèse, et ma thèse était sur les crimes contre l'humanité, et notamment sur le génocide au Rwanda. Et à un moment, j'aurais eu l'occasion de partir à Arusha, donc au tribunal international d'Arusha, pour suivre les procès justement des criminels de guerre. Et c'était quelque chose qui était organisé par une association suisse, voilà, qui était OK pour que ce soit moi qui le fasse, qui reprenne le relais d'une personne qui arrêtait. Et en même temps, ça n'était pas rémunéré. Et donc, moi, j'avais une rémunération à ce moment-là en France. Et je me suis dit, mais si je lâche ça, je vais être obligée de puiser sur mes économies. Et comment est-ce que je vais faire en rentrant? Donc, c'était complètement irrationnel, en fait, puisque j'aurais forcément retrouvé quelque chose, où j'aurais pu être aidée par d'autres personnes, comme elles me l'ont dit par après. Et en même temps, cette peur du manque m'a fait refuser cette expérience de vie. Alors, c'est pas très grave, j'en ai fait d'autres, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici, que j'ai les enfants que j'ai. Et en même temps, je trouve ça intéressant de le partager parce que ça peut illustrer aussi comment on se positionne dans sa vie suite à un deuil, et notamment à un deuil qui a été un petit peu compliqué, voire si on essayait d'employer des termes un petit peu plus professionnel, on pourrait presque dire que ça a été un deuil différé, voire certainement aussi un deuil un peu traumatique. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors, une autre question qu'on pourrait me poser, c'est mais qu'est-ce qui a débloqué ce deuil, hein? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que la première amorce a été l'annonce de la maladie de mon papa et son décès par la suite. Pourquoi je dirais l'annonce? Parce que dès qu'il m'a annoncé son diagnostic de cancer, il y a quelque chose qui s'est fait en moi qui a été de l'ordre de cette certitude qu'il ne s'en sortirait pas. Et donc, ça m'a aussi renvoyé immédiatement à ce que j'avais vécu pour ma maman. Et j'ai senti vraiment hein, une reviviscence ça a ravivé tout ce que j'avais pu vivre à ce moment-là et j'ai décidé immédiatement de me faire accompagner tout de suite. Ça a été une évidence pour moi, hein. Et on dit souvent qu'une rupture de vie, comme l'annonce d'une maladie, et puis une perte, ou une perte d'ailleurs, ou d'autres choses, euh, viennent ou peuvent venir réveiller un deuil qui a eu du mal à se métaboliser, ce qui était clairement mon cas, hein. Et donc là, c'est ce que ça a fait, vraiment. Ça a été un déclencheur. Ça a ouvert en fait la porte pour que le deuil de ma maman vienne aussi s'exprimer à son tour. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au moment du décès de mon papa, donc on s'est retrouvé avec mon frère au crématorium, enfin au funérarium d'ailleurs plutôt. Et mon frère m'a dit, eh ben, cette fois, on est orphelin. Et je me souviens l'avoir répondu et avoir hoché de la tête. Et en même temps, ce qu'il me disait ne faisait pas résonance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, j'étais orpheline
Je me sentais orpheline depuis le décès de ma mère. Donc voilà. Donc il y a eu une première ouverture avec l'annonce du diagnostic de mon papa, son décès, et puis ensuite, et très rapidement derrière, j'ai rencontré la sophrologie. Complètement par hasard, je n'en avais jamais fait avant. Et la sophrologie a cette particularité qu'elle vous reconnecte au corps. Lorsqu'on est en deuil, on bloque en fait tous les ressentis corporels, hein. Et puis, on sait aussi que les chocs s'enquistent et ils s'enquistent et s'engramment dans le corps. Donc, c'est important d'aller aussi ouvrir ces espaces-là, d'aller dénouer ces espaces-là. Et c'est ce que la sophrologie a commencé à faire avec moi et pour moi tout en douceur. À travers mes entraînements sophrologiques, j'ai aussi commencé à réinstaller la sécurité intérieure. Alors ça, c'est le travail d'une vie, hein. Donc, je n'ai pas la prétention de l'avoir installé de manière, comment dirais-je, définitive, dans le sens où régulièrement, je dois retourner l'ancrer. Mais la sophrologie m'a permis de la retoucher du doigt, de la ressentir à nouveau, de la réinstaller en moi. Et je sais que j'ai cette capacité de le faire aujourd'hui. Et je connais le chemin pour la retrouver lorsque j'en ai besoin. Donc ça a été la première chose. Avec la sophrologie, dans un deuxième temps, j'ai pu aussi aller revisiter cette relation en étant accompagnée, hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait seule, hein, en étant accompagnée par une personne, Jean-Michel se reconnaîtra, qui est à la fois psychologue et sophrologue. Et j'ai pu aussi aller explorer finalement qu'est-ce que je gardais de cette relation avec ma mère, qu'est-ce que je gardais de cette relation avec mon papa. Et ça a été extrêmement précieux. Et quand je dis que ça s'est fait dans un second temps, c'est parce que juste avant ça, j'ai aussi été accompagnée par le MDR, qui est une technique dont on parlera dans d'autres séries, donc je ne vais pas m'y attarder, mais qui est aussi une approche psychocorporelle, mais qui est appliquée uniquement par des psychologues qui sont spécifiquement formés et qui a pour objectif euh, de permettre au corps de digérer les traumatismes. Voilà. Donc, à travers le MDR, j'ai aussi pu m'accueillir dans cette période de vie de fin d'adolescence, de jeune adulte, j'ai envie de dire, et de pouvoir aller apaiser ce que j'avais pu vivre et ressentir. Voilà. Et enfin, il y a eu une expérience de vie inattendue, surprenante, que je n'ai pas provoquée, qui a aussi été un déclencheur, enfin je dirais pas un déclencheur, mais qui m'a fait passer aussi un cap. C'est qu'à un moment, je me suis formée à l'accompagnement en fin de vie et donc j'ai été bénévole de fin de vie en service de soins palliatifs et notamment dans un service de soins palliatifs hospitalier. Et lors d'un de mes premiers accompagnements, une dame était décédée. Et donc, dans ce service-là, l'infirmière propose aux bénévoles de pouvoir l'aider à accompagner cette personne jusqu'à la salle de recueillement ou la mort, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce que j'ai fait, et sur le chemin, en fait, il s'est passé quelque chose de très surprenant dans le sens où d'un seul coup, j'ai senti tous mes sens devenir beaucoup plus vifs, mes sens s'aiguiser, sentir en même temps que je voyais tout, j'entendais tout, et en même temps, c'est comme si je me détachais de ce qui se vivait en ce moment-là, tout en étant extrêmement présente. Donc, il y avait à la fois ces deux postures. Et lorsqu'on est arrivé donc à la morgue, en fait, tout simplement, et qu'il a fallu dire au revoir à cette dame et poser certains gestes, d'un seul coup, ce qui m'est venu, c'est moi à 19 ans, à 20 ans, en fait. Et je me suis dit, mais je comprends à quel point ça a été difficile, ma patte. Je comprends tellement à quel point ça a pu être difficile pour toi. Et à partir du moment où j'ai pu poser ces mots, je suis revenue dans le moment présent. Pleinement, j'ai pu saluer cette dame comme j'ai eu envie de le faire à ce moment-là. Et ça s'est arrêté.
Et donc, quand cette personne que je suis, que j'étais à ce moment-là, cet adulte que j'étais à ce moment-là, a pu comprendre et accueillir cette jeune adulte confrontée à la mort, sans beaucoup d'accompagnement à ce moment-là, quand j'ai pu l'accueillir et la comprendre, ça a apaisé aussi quelque chose en moi. Voilà. Euh, alors, ça fait 34 ans pour ta maman et 17 ans pour ton papa. Dirais-tu que tes deuils sont finis? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une expression à laquelle je n'adhère pas vraiment, parce que déjà, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que ça veut dire un deuil qui est fini? Alors, si on entend par là que oui, je peux parler de ma maman, de mon papa, de ce qui s'est passé sans plonger dans un profond désarroi émotionnel, je dirais que oui. Mais en fait, je crois que cette perte, elle est inscrite profondément en moi, comme les pertes de chacun peuvent être inscrites profondément en chaque personne, et que le manque peut revenir parfois, hein, voilà, dans une intensité plus ou moins forte, sans que ce soit submergent pour autant. Et j'ai envie de vous prendre, vu qu'on est au mois de décembre, l'exemple des fêtes. Pour moi, les fêtes ont été un moment délicat depuis 34 ans. Alors, plus ou moins selon les années. Donc, pendant toute cette période-là où tout était contenu, forcément, ça l'était d'autant plus. Et en même temps, même pendant cette période-là, il y a eu des moments, notamment quand mes enfants étaient petits, où j'ai pu les traverser de manière plus légère. Et puis d'autres années où c'est un peu plus compliqué. Et cette année, par exemple, je me surprends à penser beaucoup à mes parents. Alors, il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien qui m'emmène dans des émotions qui sont difficiles. Et en même temps, au départ, quand c'est arrivé, parce que ça arrive, ça arrive toujours de manière un petit peu inattendue, j'ai senti quand même au fond de moi une sorte de résistance, comme une envie de ne pas y aller. Jusqu'au moment où j'ai pu accueillir ça et me dire, bah si, on y va, on accueille et on sourit à tout ça. Et finalement, je me sens accompagnée par cette présence douce, un peu éthérée sur ce chemin vers ce Noël 2024. Hein. Et j'ai envie de dire que du coup, ces deuils, ces pertes, leur présence, leur vécu, notre histoire, ce lien est là en filigrane en fait de ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'endeuillés qui pourraient dire la même chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois que ça ressurgit, je rencontre autre chose. Soit autre chose d'eux, soit autre chose de moi. Finalement, à travers moi, d'eux aussi, il y a toujours une nouvelle prise de conscience ou une nuance émotionnelle nouvelle. Ça dépend en fait. Et cette année, en fait, à partir du moment où j'ai pu accueillir, j'ai aussi eu envie d'aller un peu plus loin. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté une journée de constellation familiale. Et je dois vous avouer que j'appréhendais un peu quand même. Hein. Et en fait, ça a été extrêmement doux. Et je l'ai faite samedi dernier. Et aujourd'hui, donc simplement 2 jours après, je me dis, ah, mais c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai pu faire le lien aujourd'hui d'où venait ce que parfois je considère comme une dualité, mais qui en est effectivement une, mais qui est une dualité complémentaire de qui je peux être, qui peut être un mélange à la fois de douceur et de force et de fermeté, ou parfois même de dureté. Et je me suis dit, ah tiens, pendant cette journée de constellation familiale, en fait, j'ai rencontré cette douceur qui me vient de ma lignée maternelle. Et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails de ce que j'ai pu vivre, mais c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose de très, très doux. Et par cette vivance, ce vécu, voilà, je me relie à quelque chose à nouveau, de nouveau. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans mes cellules, en fait. Et ces cellules sont en constante mouvance. C'est aussi ce qu'on accompagne en sophro.
Alors, tu as dit que ça avait modifié ta trajectoire de vie. Peux-tu nous en dire plus? Alors, je pense que mon histoire parle d'elle-même, hein. J'ai été avocate, pas très épanouie dans ce milieu-là, je dois bien le dire. Donc, d'avocate, je suis devenue sophrologue et de sophrologue, je suis devenue sophrologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil et formatrice des professionnels de santé et du secteur social dans ce même accompagnement. Donc, c'est un chemin quand même, et puis c'est un chemin surtout qui parle presque de lui-même, hein. Alors, il y a des éléments qui ont quand même précédé le décès de ma maman, puisque j'ai fait mes jobs d'été dans des services de gériatrie dans un hôpital à Lyon. Et que le premier jour où je suis arrivée, la première année, eh ben, je me suis retrouvée face à une personne qui venait juste de décéder, et j'ai ressenti une tranquillité et une paix donc je devais avoir 17 ans quand même, hein, assez impressionnante et qui a également surpris ben, les personnes, les soignants qui m'accueillaient à ce moment-là. Donc je leur ai même proposé de rester en fait pour les aider à cette toilette qu'ils se préparaient à faire. Et donc là, ils m'ont gentiment regardé en me disant que c'était un peu prématuré. Je pense qu'ils avaient quand même raison, mais simplement pour pouvoir voilà, illustrer encore que bah, parfois on est appelé sur un chemin et que c'était peut-être le premier signe. Et puis après le décès de ma maman qui est survenu lors de mes examens de première année de droit bah, auxquels j'ai pas pu assister pour une partie et que bah, forcément j'ai planté, hein. Et je me suis pas non plus préparée au rattrapage parce que j'avais juste pas l'énergie pour ça. Donc j'ai refait j'ai fait une deuxième première année. Et là, je me suis dit, ben, tu vas pas y passer ta vie si tu la réussis pas. Donc, plan B, j'ai passé mon concours d'infirmière. Voilà. Donc, c'est pas anodin, en fait, qu'aujourd'hui, je me retrouve aussi sur ce chemin, sachant que ma maman avait été puéricultrice, hein. Donc, voilà, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a tellement, tellement de liens, en fait, qui expliquent qu'on se retrouve sur un chemin. Et je pense sincèrement que, bah oui, que ces pertes m'y ont amené encore plus, hein. Après, il y a eu la sophro, les premières personnes qui sont venues au cabinet et qui, pour la quasi-totalité, avaient des deuils qui n'avaient pas été métabolisés. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et on entend régulièrement qu'on attire les personnes qui vont faire écho et surtout qu'on va pouvoir accompagner. Donc ça m'a donné envie d'aller me former professionnellement en fait dans l'accompagnement au deuil aussi. Et puis, j'ai envie de terminer avec ça. Il y a certains courants, certaines croyances qui disent que l'âme choisit ses parents et que si elle choisit ses parents, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à incarner, qu'elle a quelque chose à véhiculer, à vivre et à transmettre dans son incarnation à elle. Alors je me dis que si c'est vrai, j'en sais rien du tout, mais que si c'est vrai, enfin déjà je trouve que c'est plutôt une belle histoire, mais que si c'est vrai, et ben voilà, tout s'explique. Je devais certainement devoir vivre ça pour aujourd'hui être à la place à laquelle je suis et dans laquelle je me sens tellement, tellement à ma place. Alors, je vais conclure avec ça. Je crois que oui, la perte de mes parents, mais surtout la perte de ma maman, ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai presque envie de dire que mes parents ont été mes deuils initiatiques et que je les en remercie quelque part, parce que c'est grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui.